Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, la dernière de la saison. S'agissant de la Ligue 1, forcément, le gym a fait match nul à Lille dans un match qui n'avait plus réellement d'enjeu, du moins pour les Niçois, beaucoup plus pour le LOSC. On en parlera. Aussi beaucoup de choses à voir avec vous autour de l'actualité du club. Vous avez vu les dernières annonces du président River et de tout ce qui va suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je salue les personnes qui sont présentes sur le chat. J'espère qu'on m'entend bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petits soucis de son. Vous êtes bien présents ce soir. Je salue Bamba06, Issa Nissa, Berti, Nissar Deta toutes les personnes présentes. Merci d'être présents. Ça fait beaucoup de présents dans cette phrase. Et il y en a quatre. Il y en a quatre, ils sont là. C'est un peu le roster de gala, c'est un peu le roster des habitués de cette émission. Je pense que clairement, c'est vous, les titulaires, cette saison. On embrasse Guy, bien sûr, qui regardera le replay, mais qui est beaucoup moins présent cette saison. J'ai le plaisir, déjà, d'accueillir un supporter de l'OGC Nice, mais également fan des Knicks, qui a passé, on va dire, un week-end plutôt particulier, Anto. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. C'est un petit peu déçu de la défaite, mais fier de mes joueurs au basketball. Si j'ai jamais autant eu la défaite avec autant de reconnaissance envers les joueurs, que le GC Nice en prenne de la graine. Donc voilà. Et puis sur le match de football, on va dire qu'il y a une satisfaction, c'est qu'on n'a pas perdu le dernier match de Todibo, Thuram et peut-être d'autres. Et ça fait quand même plaisir. Il est également présent avec nous ce soir. C'est Matt. Salut Matt, comment tu vas ? Ça va, en forme. Je viens de rattraper le match, donc on va débriefer ça. Puis très honoré d'être là pour la dernière avec l'équipe des titulaires et l'homme qui est de retour. Le fameux retour, effectivement. Celui du daron, sobrement intitulé, avec son beau maillot rétro des années 80. C'est Romain. Salut Romain, comment tu vas ? Bah, ça va, Pancho. Moi, ce que je peux noter aujourd'hui, c'est un style capillaire bien à toi. Et puis, bah, ça me fait plaisir d'être le capitaine de cette équipe de titulaires. Et puis voilà, quoi. Ça parle d'une colonne vertébrale du club Pancho. Je pense que le terme est plutôt pas mal. Par contre, Romain, je suis désolé, ne parle plus de cheveux vraiment quand on connaît ton passif. Je suis navré. Voilà. C'est C'est, comme, c'est comme c'est, Lotomba, c'est comme Lotomba qui vient célébrer une égalisation à la 93e en faisant la célébration. Tu sais, ça n'a vraiment aucun intérêt. Enfin bref. Bon, on est d'humeur un peu taquine, forcément. La saison est terminée. Vous le savez, le gym est européen. et Farioli s'en va. C'est pas possible. Alors, on va en parler, mais on va essayer de prendre les choses dans l'ordre, tranquillement. Euh, Déjà, dans un premier temps, je vais donner un peu le programme. On va parler du match. On va parler un peu de la prestation des joueurs. On va faire ça assez rapidement parce que, mine de rien, bon, on aurait pu s'attendre à pire. On aurait pu s'attendre à une déculottée. On aurait pu s'attendre vraiment à un gym totalement désintéressé. Finalement, on a vu un gym plutôt cohérent, un match agréable, autant sur le terrain que dans les tribunes. Et puis, comme tu l'as dit, Anto, sans doute beaucoup d'adieux, autant sur le terrain qu'en coulisses. Donc déjà, peut-être votre ressenti sur ce match, les gars. Et après, on passera, on va dire, à l'actualité. Dante, Farioli, Ghisolfi, Genesio, Maurice, bref. Il y a plein de choses à dire. Mais Anto, déjà, ton ressenti sur le match d'hier soir. Voilà, la compo, le contenu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah déjà c'est un match que j'attendais pas grand chose. Je pensais même qu'on allait complètement lâcher et qu'on allait se faire déchirer. Donc agréablement surpris, c'était un super match de foot à suivre en tout cas. Des fois un peu moins tactiquement et tout ça, mais en tout cas c'était un match qui était plaisant à regarder. Au niveau de la tactique, on a eu un peu de changement, on a retrouvé ce qu'on avait connu contre Auxerre en Coupe de France. Donc ça a changé un petit peu, c'était pas mal. Et puis il y avait des joueurs qui étaient investis, tout le monde a vraiment tiré vers le haut pour faire son match et pour pas fausser le championnat comme l'a dit JC. Donc assez plaisant et finalement assez content de la globalité du match. C'était cool, il y a quelques bons enseignements à tirer qu'on pourra faire plus tard. Matt, ce match, on n'attendait pas grand-chose de la prestation collective. On a eu aussi un turnover dans le 11 titulaire avec aussi l'introduction de beaucoup de jeunes et de joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu, notamment Gaëtan Laborde.
Est-ce que pour autant on peut dire qu'il y a des regrets lorsque tu vois le match d'hier sur la saison ou quand tu vois le match qu'on fait contre Paris, bon Lille paraissait peut-être un peu plus émoussé physiquement, clairement, et pas à la hauteur aussi. En fait, Lille a fait Nice, quand on y pense, hein, une connexion entre les deux clubs, mais vraiment même dans les performances. Voilà, ton ressenti un peu sur la soirée d'hier soir, Matt. Ouais, bah, comme tu dis, hein, elle fait nourrir des regrets à plein de niveaux déjà parce que tactiquement, on a vu qu'il y avait autre chose que le 4-3-3, on a vu qu'il y avait des alternatives, on a vu qu'on pouvait titulariser des jeunes et qu'ils allaient bien nous le rendre, puisque match taille patron de Mendy et une passe décisive de Loucher, que ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, vrai match de multiplex. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette dernière journée de Ligue 1 avec tous les matchs en même temps, c'est toujours des scénarios improbables. Donc un match bah, avec un scénario improbable qui nous a tenus jusqu'à la fin. Et, euh, et aussi l'occasion de voir le brassard sur le bras de JC pour la dernière et de Thuram. Ça fait hyper plaisir. Franchement, je trouve que sortir JC, je ne peux pas si ça arrête de la saison, mais voilà, le brassard pour ces deux-là pour la dernière, c'était beau. C'était aussi peut-être une idée de rattraper les adieux qui avaient été un peu bizarres à l'Alliance en milieu de semaine, Romain, avec cette sortie sous les huées de Thuram, pas de qu'on va dire d'éléments marquants pour Todibo aussi. Est-ce que pour toi vraiment sur le match et sur on va dire la perspective de voir ces deux joueurs cadres euh, du collectif partir, est-ce que on va dire ça a été une soirée qui a été réussie dans ce cadre-là? Oui, oui, je pense, même si je pense qu'ils auraient aimé partir avec la Ligue des Champions au bout. Mais après, sinon, dans le contexte actuel, bah, après, c'est un symbole, mais c'est vrai que le brassard à Todibo et puis après à Thuram, c'est vrai que voilà, ça représente un peu le symbole de deux joueurs qui ont fait, n'empêche, quelques années chez nous. Ils ont été, mine de rien, plutôt bons. Et, et ne serait-ce que Thuram, même si cette année il était plus en délicatesse, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui avait un profond attachement au club. Et du coup, rien que pour ça, que ce soit pour Todibo ou pour Thuram, rien que pour ça, bah voilà, ils auraient mérité autre chose à l'Alliance. Mais voilà, ce symbole, c'est, c'est un petit clin d'œil et il est plein de bon sens. Et voilà, ils peuvent partir avec l'esprit et du devoir accompli, quoi. Alors effectivement, pas mal d'absents au coup d'envoi, hein. Barre était suspendu, Perrault, Dante, Sanson également absents, Laborde titulaire, Guessant également titulaire, dans une animation qui a commencé avec un 3-4-3 et un Boga piston gauche qui a été plutôt à son avantage sur la rencontre, on y reviendra. Anto, ouais, ce match a vu aussi eh bien, l'apparition, on en parle beaucoup dans le chat, il y avait Tom Louchet qui a joué 90 minutes, Daouda Traoré aussi qui a fait ses débuts dans le monde pro, Antoine Mendy titulaire aussi toute la rencontre. Est-ce que ça fait partie d'un de tes enseignements dont tu parlais dans l'introduction, vraiment cette jeunesse aussi? On n'a pas vu Boudache encore dans les jeunes, Orakpo aussi, dont on a parlé dans les précédentes émissions. Est-ce que vraiment ces joueurs-là, ça doit être un socle sur lequel on doit s'appuyer pour les prochaines saisons? Bah, c'est surtout si tu réunis un petit peu les informations qu'il y a. Alors, c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, j'ai aucune info, donc c'est un peu plus compliqué. Mais si vraiment il y a eu la réduction de la voilure de la part de Ineos, bah, tu te dis qu'il y a certains joueurs qui peuvent vraiment compter dès l'année prochaine dans ta rotation. Je dis pas forcément titulaire, quoique pour certains, notamment Antoine Mendy qui enchaîne en ce moment des matchs de très très haut niveau. Mais en tout cas, tu peux dire que ces mecs-là, bah, ils sont pratiquement prêts à être au niveau, ou du moins être dans les groupes pro, et que si tu as besoin d'eux, bah, ils vont répondre présent. Au niveau de l'état d'esprit, Tom Louchet, ça fait 15 matchs qu'il range son frein sur le banc après avoir fait quelques apparitions. Il joue, il est titulaire, il est très bon. Et Antoine Mendy, pareil, il a eu son moment où on le voyait plus du tout. Au final, il revient, il enchaîne que des bons matchs. Donc déjà, au niveau de l'état d'esprit, ils sont là, ils sont présents, ils aiment le maillot. Je pense. En tout cas, au moins Antoine Mendy, ça se voit parce que c'est un battant de fou. Autant il a aucune dégaine pour courir, mais alors
qu'est-ce qu'il est bon. Donc c'est vraiment des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer et tu peux te dire que du coup tu as moins de dépenses à faire sur ton prochain mercato. Donc ça c'est très intéressant et il y en a d'autres à voir. Par contre attention, comme Daouda Traoré, ça s'est enflammé et tout ça, calmons-nous, ce sont des jeunes joueurs, ils vont se rater. Comme Bonani, il y a des écarts de génie au début, après on va se rendre compte qu'il y a des manques. Donc tranquille, leur c'est le temps. Et s'ils font des erreurs, c'est pas grave, ça arrive et on continuera et ça viendra. Ouais, effectivement, je vois que ça parle beaucoup de l'action aussi de Daouda Traoré. D'ailleurs, une action assez belle, on va pas se le cacher, une finition pleine de sang-froid, là-dessus on peut pas lui enlever. Un hors-jeu, alors assez douteux, hein. On n'est pas là pour parler d'arbitrage parce que ça n'a pas de répercussion sur le résultat final, mais très clairement, du moins le ralenti de la VAR à ce moment-là était particulièrement litigieux, disons-le ainsi. Matt, tu es de retour pour ce match. Voilà, 2 buts partout, les buteurs, voilà, on l'a dit, une égalisation de Lotomba, également un but de Gaëtan Laborde. Quels sont tes enseignements concrètement? On a parlé de la jeunesse, on a parlé de certains joueurs qui pouvaient avoir de l'importance dans quelques années. Tu retiens quoi finalement de ce match-là? Qu'on aurait pu pas passer toute la saison à se faire chier. Franchement, son 3-4-2-1, il était sympa. Je retiens, franchement, je sais pas, c'est dur de retenir quoi que ce soit vu que tout va changer demain. Je retiens que ça fait chier de tout changer alors qu'on avait enfin fait une vraie saison de transition avec des bases, je sais pas, c'était cohérent. Je trouve que le temps de passage dans lequel on arrive là en fin de saison, ouais, il est vraiment pas mal et je regrette vraiment que ça s'arrête là. Même si voilà, il y en a qui sont contents de voir partir Farioli parce qu'on va peut-être avoir un jeu un peu plus chatoyant. Mais moi, je me suis pas ennuyé. Franchement, sur le premier quart d'heure du match, la maîtrise était ultra présente et c'était hyper prometteur. Juste, est-ce qu'on peut me dire dans le chat si on m'entend bien ou est-ce que si ça grésille? Ça, de mon côté, ça grésille et ouais, c'est pas top top. Donc jusqu'à présent, je sais pas exactement si c'était chez toi ou pas, mais si tu peux juste peut-être éventuellement voir si ça peut être rectifié, ça peut être pas mal. Je t'en remercie. Romain, quelque chose à rajouter finalement sur le match? On a passé un bon moment, comme je l'ai dit, sur la pelouse, dans les tribunes. On a vu des joueurs voilà, investis qui ont joué leur chance et qui terminent plutôt bien cette saison avec voilà, ce rush final sur les 7-8 derniers matchs qui permet à Nice d'être européen. C'est vrai que c'est un peu bizarre. On pense à demain et on se dit qu'il y a peut-être un socle solide, du moins en apparence, qui est né. Et bon, voilà. Mais sur le match, Romain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sur le match, non, mais sur on va dire, un avis général. Je suis déçu, moi, cette saison. Bon, hormis le jeu, je parle pas de ça, mais de pas avoir plus de jeunes dans le 11, que Farioli est bricolé, on va dire, alors que, et je pense plus à des mecs comme Mendy, un mec comme Reda qui est parti. Je pense qu'au milieu, il aurait pu trouver du temps de jeu. Et sur un Tom Louché, voilà, alors, dans le cœur du jeu, je l'aime un peu moins, mais sur les côtés, je l'ai toujours trouvé très bon. Et après, je parle pas des Daouda Traoré et tout, même je les ai jamais vus jouer, donc hormis en match de préparation. Mais en tout cas, rien que sur ces trois-là, voilà, moi, c'est mon regret de pas avoir plus vu la jeunesse niçoise dans le groupe et dans le 11, quoi. Voilà. Après, je dis pas Après, tout le temps, hein, mais au lieu de bricoler, quoi. après, c'est peut-être bête, mais peut-être que la gestion elle est bonne au final. Parce que tu vois Antoine Mendy, alors même si c'était cool son petit passage en janvier, mais la progression elle est immense alors qu'il n'a pas joué. Et peut-être que tu vois, ça leur a donné encore plus faim, etc. Des fois, on a tendance à trop les faire jouer comme Bonanis ou Digard qui jouaient tous les matchs. Peut-être que justement, ils ont besoin aussi de se faire un peu recaler derrière, d'avoir encore plus les crocs et de revenir en ayant vraiment progressé. Et ça leur donne encore plus envie de se battre. En tout cas, ceux qui ont le bon état d'esprit, c'est peut-être comme ça que tu filtres aussi les profils qui, demain, tu auras besoin dans ton effectif au niveau de l'état d'esprit déjà, du moins, et les progrès qui sont là pour certains.
Ouais, mais après, je pense que mine de rien, Mendy, t'en avais besoin avant. Et Mendy, certes, il a pas fait, je sais pas combien de matchs, mais Lotomba, tu connais très bien ses carences, tu connais très bien ses limites. Ses limites, il les tire comme une caravane au cul depuis qu'il est arrivé à Nice. Donc, il a fait 6 mois sur 4 ou 5 ans qu'il est chez nous. Donc, au bout d'un moment, je me pose la question, au lieu de, à certains matchs, démunir ton milieu de terrain pour mettre Rosario côté droit, etc. Enfin voilà, je pense que Mendy, il avait un rôle à jouer, donc pas plus important. Enfin, si, un peu plus important, mais je dis pas en tant que potentiel titulaire. Mais quand on voit que Rosier a été pris et il a jamais mis en concurrence Lotomba parce qu'il était jamais prêt, bah voilà, montrer qu'un jeune du centre peut mettre la pression à Lotomba. Peut-être que dans le sens inverse, peut-être que Lotomba, il aurait peut-être haussé un petit peu le niveau, quoi. Donc voilà. Mais bon, après c'est rien. Hein, mais en tout cas, oui, pour la saison prochaine, ça peut augurer des choses qui sont plutôt pas mal. Et on peut voir que, mine de rien, dans le centre, on a deux, trois joueurs qui peuvent, voilà, qui peuvent s'entraîner avec le groupe pro et pourquoi pas se faire une place en tant que doublure, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On pense également à Badrodine Bouadani qui a ouvert son compteur en Ligue 1 Mm. hier soir lors de cette grosse victoire du FC Lorient, mais qui n'a pas permis eh bien, au club de Loïc Ferry de se maintenir en Ligue 1. Vraiment, hein, c'est bon. Rien contre le FC Lorient et rien contre les supporters du FC Lorient, mais alors voilà, Loïc Ferry, au bout d'un moment, quand on joue avec le feu, on se brûle. Et pour la petite histoire, j'ai entendu hier que c'était le 8e budget de la Ligue 1, Lorient. Incroyable. C'est haut, hein. Ah, et je m'y attendais pas. 8e budget de la Ligue 1. Et je l'ai entendu sur Canal. Et Après, ils ont Nice, été Non, sur rachetés par le Nice, groupe on est où de là dans le Dortmund classement aussi. des Hein. budgets? Septième, euh, c'est sixième, je crois. ouais, 6e, mais Parce que en Lens a un meilleur été, budget que nous et tout. mais incroyable. Enfin bref, voilà, ça m'a. 8e budget de Ligue 1, tu finis 17e. Bravo. Bravo Ferry. J'aimerais bien qu'on parle d'un homme qui a été décisif hier et qui a été décisif aussi sur les 6 derniers matchs du gym. Un but et non, 2 buts et 4 passes décisives si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Jérémy Boga qui, au même titre que certains autres joueurs comme Kefren Turam notamment, qui ont aussi haussé leur niveau à un moment aussi important qu'est la fin de saison, à savoir aussi une qualification européenne. Boga, cette saison en Ligue 1, c'est 6 buts et 6 passes décisives. Quel regard vous avez sur finalement le joueur, l'investissement aussi colossal qui a été le sien l'été dernier? On se disait que c'était triste de mettre autant sur 2 joueurs qui étaient Sofiane Diop et Jérémy Boga qui jouaient le même poste. Bon, finalement, Diop, la question ne se pose plus trop. Mais Anto, qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Boga? Compliqué pendant très longtemps. Parce que, en fait, sa fin de saison, je trouve que c'est un peu en trompe-l'œil. J'ai un peu du mal avec Jérémy Boga. Autant j'adore le joueur et tout ça, et je pense qu'il peut faire tellement mieux, notamment au niveau de l'investissement collectif. Il fait souvent des choses tout seul. Ça va un peu mieux là sur les deux, trois derniers matchs où tu vois qu'il combine, etc. Mais on sent il veut vraiment faire son play solo. Après, il le fait bien, donc respect à lui. C'est un joueur qui met les frissons déjà, ça c'est sûr, et il le montre de plus en plus. Espérons que ça soit un peu mieux. Après, il va falloir aussi qu'il y ait des choses, je pense, qui changent parce que au niveau de l'investissement défensif, c'est très très compliqué. Autant en début de saison, ça allait, mais par contre, ça a changé. Donc, si stat, moi, il n'y a pas de problème. Tu peux rien lui dire. C'est comme Balotelli à l'époque ou Ben Arfa. Bah, il y a des trucs où des fois tu pouvais être un petit peu te dire, bah, c'est pas ouf. Mais en tout cas, à côté de ça, bah, si le mec il stat et qu'il t'offre des points, bah, tu dis rien. Donc, respect pour la fin de saison. Espérons qu'il recommence pareil. Tu trouves qu'il n'y a aucune intensité défensive? Ah ouais, non, c'est compliqué. Hein. Et parce que moi, je suis de l'avis que Melvin Barr, sa deuxième partie de saison est mon mode que la première. Genre vraiment. Mais c'est aussi en grande partie à cause de Jérémy Boga qui défend beaucoup moins, en fait c'est un plot en réalité en défense. Il revient mais il ne fait aucun effort pour essayer de récupérer le ballon ou du moins aider son latéral. Donc et je pense que je pense pas être le seul, enfin du moins j'espère, sinon c'est que je me trompe et dans ce cas-là je m'excuse. Bah, on Mais va demander je à pense Romain et Matt ce qu'ils en pensent, tout simplement. Est-ce que vous rejoignez Anto sur
l'investissement défensif de Boga, qui, bon, alors exceptionnellement, et puis à des rares occasions, se retrouvait seul sur le côté gauche. Hier, c'était le cas. Matt, t'en penses quoi là, sur la spécificité du jeu de Boga? Enfin, j'ai du mal à juger défensivement ce genre de joueur. Surtout Anto qui est suiveur de NBA, les joueurs qui portent l'attaque, souvent on essaye de les camoufler un peu en défense. C'est ce qui s'est passé sur ce match, hein. C'est pas pour rien qu'on lui met Todibo derrière lui sur le match. D'ailleurs, c'est mieux au niveau du son. Nickel. J'ai remis le mode Grégoire Margoton. Mais défensivement, c'est vrai que voilà, on sent qu'il fait jamais preuve de beaucoup d'agressivité ou de beaucoup de volonté de récupérer le ballon. Après, sa fin de saison est vraiment encourageante et je pense qu'il faut pas du tout qu'on baisse notre niveau d'exigence avec le joueur parce qu'on a vu combien de joueurs à Nice faire une bonne fin de saison et plus rien la saison d'après. C'est un grand classique chez nous. Donc moi, j'attends de Boga qu'il nous refasse une suite d'aventures à l'OGC Nice du même niveau de qualité. Et j'espère qu'on lui mettra un offensif un peu plus proche de lui. Parce que tu as parlé du plan anti-Boga dans le chat, j'ai vu Pancho. Je trouvais que d'avoir Claude Maurice entre lui et l'attaquant de pointe, ça lui a vachement libéré de situation face à Lille. Et en vrai, à plein de niveaux, j'ai trouvé la compo et l'organisation tactique du dernier match hyper intéressante. Romain, ton ressenti un peu sur Boga, sa saison, et puis est-ce que aussi c'était pas lié au fait que Lille tout simplement était beaucoup moins entre guillemets rigoureux, il y avait moins de prises à deux, enfin on atteste le but de Laborde, c'est du 1 contre 1, il fait la différence sur Diakité, Yoro ne sert pas derrière, il se retrouve à le déborder. Bon, mais qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Boga? Est-ce que Romain, t'étais méfiant sur le joueur? Finalement, il réussit sa deuxième plus belle saison statistique de sa carrière. Non, après, méfiant sur le joueur, pas tant que ça. De toute manière, c'est un joueur dont on manquait. Donc, moi, j'étais plutôt content quand j'ai appris sa venue. Mais après, sur sa saison, de toute manière, je l'ai déjà dit dans l'émission, je pense que aujourd'hui, Nice, s'ils veulent, enfin, on le voit de toute manière dans les 6 derniers matchs, hein, si on veut gagner, il faut que Boga soit bon. Voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est ton détonateur. Et pour moi, t'as personne dans ce style de jeu. C'est le seul qui t'amène un peu de vitesse, un peu de folie sur le côté, qui va percuter. Donc, certes, t'as Shaw qui est venu au mercato d'hiver, mais pour moi, Boga, c'est ton élément numéro un offensif. Alors qu'à la base, ça devait peut-être pas être lui, hein, et aujourd'hui, si Boga fait un bon match, je suis désolé, mais Nice, ça gagne, quoi. Et, et après, bah, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, quand on m'a expliqué les fameuses prises à deux qu'il y avait de plus en plus sur Boga, bah, c'est vrai qu'il n'arrive pas à faire les différences. Enfin, c'est beaucoup plus dur pour lui de faire les différences quand il y a des prises à deux. Mais, aujourd'hui, je pense et c'est là où j'en veux un peu à Farioli, c'est qu'au bout d'un moment, quand on sait que sur ton homme fort, qui est sur le côté et qui va te faire des différences, bah, ça joue pas assez vite vers lui, quoi. Et tu as un jeu qui ralentit tout. Et donc, le moment où Boga peut faire la différence en 1 contre 1, eh ben, on l'exploite pas parce que là, on fait tourner la baballe 20 ans et qu'on est obligé de trouver le même circuit de passe pour pouvoir envoyer en profondeur un Boga ou un Shaw. Mais après, quand la défense adverse elle est replacée, bah forcément, il y a des prises à deux. Boga, il a du mal à s'infiltrer. Et voilà, mais pour moi, en tout cas, Boga, c'est dans du secteur offensif, c'est pour moi celui qui fait la plus belle saison sans rechigner. Et on peut lui dire merci parce que pour moi, on en est là grâce à lui. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner avec des latéraux offensifs. Parce qu'à chaque fois, on parle de Boga et de ses exploits individuels, et de sa capacité à passer ou non. Mais sur toute la saison, il a eu trop peu l'occasion de pouvoir jouer avec son latéral. On l'a déjà dit dans cette émission-là. Je- Et alors moi, je vais aller plus loin. Moi, j'ai hâte de voir Boga avec un entraîneur qui fait des transitions rapides. Voilà, juste ça. Ouais, il Avec un faut mec du jeu comme Boga direct et avec un chaud. mec comme ça, hein. Exactement.
avec des Ouais. mecs comme Boga et Shaw, tu Et joues pas Mofi en, aussi il le demande, hein. Mofi aussi, mais Mofi aussi, oui, oui, totalement. Et Mofi, ce qu'il lui faut aussi derrière lui, c'est un bon passeur, quoi. Quelqu'un qui arrive à lui mettre les ballons entre deux défenseurs et pour qu'il puisse partir. Mais avec les trois flèches qu'on a devant, à la base, c'est. De toute manière, je le répète depuis le début de la saison, mais on a une équipe pour jouer en transition rapide et non pas pour faire un jeu d'attaque placée. Pour moi, c'est contre-productif. C'est pour ça que j'aime bien, parce que maintenant je passe pour le mec qui défonce Farioli. Mais après, le pauvre, il n'a pas eu les joueurs non plus adaptés à sa philosophie de jeu. Mais tout simplement, c'est parce que Farioli a été un choix par défaut. On ne me l'enlèvera pas de l'idée que ça a été un choix par défaut. Donc à la base, on voulait pas lui et on a eu lui parce que on avait des gains derrière. Voilà. Donc moi, j'ai hâte de le voir en transition rapide, oui. Eh ben, on verra peut-être la tournure des prochains jours et on aura des indications peut-être sur le futur entraîneur et le futur style de jeu. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Messieurs, on passe peut-être directement sur le MVP de la rencontre pour ensuite parler de ce qui nous intéresse aussi énormément. Votre MVP de ce match-là, on a parlé de Boga dans la prestation individuelle. Peut-être un mot avant Lotomba. Lotomba, le but, l'extension Tocard de incroyable. la. Incroyable. C'est J'ai vu CR7 en LDC version Real. Mais alors le après, j'ai pas compris. Dégueulasse contre Paris. Euh, Présent sur les deux buts pris. Des prestations ultra neutres, voire compliquées depuis 5 ans. Dernier match, tu sais qu'en plus il y a une connexion, on va dire, entre les deux clubs. Tu sais les répercussions de l'égalisation sur le fait que. Enfin, fais preuve d'un peu d'humilité, quoi. Là, clairement, enfin, j'ai pas compris. J'ai juste pas compris. Bah moi personnellement, en vrai, enfin sa célébration, c'est contre Lille, c'est pas grave. Enfin, c'est plus ce qu'il a fait contre Paris qui est grave et cette célébration derrière. Mais en vrai, contre Lille, autant nous on s'aime bien entre supporters et tout ça, club ami, ok les festivités. D'ailleurs, big up à tous les supporters parce que c'était vraiment cool et ça donne une très bonne image au football. Et même si nous c'est que 2 fois par an, on prend et on aime bien ces images. Mais sinon, en vrai, Lotomba, bah eux c'est des joueurs, ils ont pas cette truc de Lille-Nice, tu vois, ils s'en foutent un peu. Et je pense qu'il s'est fait kiffer. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, par contre, lui, il a mis un coup de tête qu'il voulait marquer et bien joué le Tamba. Non, je déconne. Tu nous as niqué contre Paris. Je suis dégoûté. Non, mais bon, voilà. Voilà. Je pense qu'on a été beaucoup à ne pas comprendre à ce moment-là du match pourquoi il a fait ça. Bah, parce qu'il est débile. Il est Ouais, c'est un débile. tocard, hein. C'est un golon. Voilà, et depuis le début, on le sait que c'est un débile. Donc, bah voilà, il finit son histoire avec Nice de façon débile. Voilà, c'est un, c'est un Mongolien parce qu'il a plus rien à jouer. On sait qu'on n'a plus rien à jouer. On fait ce dernier match parce que, comme l'a dit Todibo, et j'ai beaucoup aimé son interview d'après-match, en disant, bon bah voilà, nous on voulait ne pas fausser le championnat, on voulait jouer le truc à fond. Bah, il a bien fait et c'est ce que je pense tout le monde demande dans ce championnat de France et à pas décaler les matchs juste pour jouer des coupes d'Europe. Enfin bref, voilà, faut qu'il y ait une neutralité qui soit faite. Et ben Nice a joué comme s'ils avaient quelque chose à jouer. Et Lotomba, bah, il fait une célébration mais débile parce que je pense que à la limite tu fais une célébration comme ça quand tu es à Marseille, que tu te fais siffler tout le match À comme la il avait fait Brahimi, Brahimi, tu tu vois, vois. Brahimi, voilà, dans le Voilà. style. Mais mais dans un truc où tu as aucune animosité dans les tribunes, Et puis euh, ne va. tu égalises, tu ne Mais marques pas oui, le but de la victoire. c'est Enfin, c'est. Ouais, mais après, mais- tu les prives d'Europe. En vrai, je comprends ouais, qu'il ait mis une clim voilà, parce que c'est vrai qu'il a mis une grosse clim dans le stade, mais c'est un abruti mais fini de faire ce genre mais de ne le célébration parce fais. qu'on était à domicile quasiment. Enfin, c'est. Bah oui, après au bout d'un moment, t'as pas, tu peux sauter de joie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire le signe de croix, ce que tu veux, mais ne fais pas la clim quand. Après, en fait, tu te demandes des fois dans les tribunes pourquoi ça dégénère. Donc des fois c'est parce qu'il y a beaucoup d'abrutis, et des fois c'est parce que les joueurs, mais putain, ils montent, ils font monter la mayonnaise, tu vois. Là, t'as aucune animosité dans les tribunes et tout, tu fais une célébration comme ça. Putain, arrête, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Moi, je m'en fous qu'il ait égalisé, même si on gagne contre Lille, j'en ai rien à carrer. C'est pas parce qu'on est copains que voilà, fallait le laisser gagner ou quoi que ce soit. Mais par contre, ouais, ça me dérange
cette célébration, et ça aurait pu être contre un autre club où bah voilà, tout se passait bien dans le match et tout. Mm. Au bout d'un moment, tu le fais quand tu te fais chambrer, quand tu sais qu'il y a une rivalité entre les deux clubs, c'est rigolo, etc. Mais ne le fais pas dans un truc, dans un match comme ça où tout se passe bien, c'est ton dernier match de la saison. Bah, tu t'en tapes le nœud. On nous parle effectivement, je salue Wakamin, qui parle de la célébration de Diakité lors de la première journée. Et il me semble qu'effectivement, il légalise aussi à la dernière minute. Il fait pas une célébration dans le même style? Est-ce que c'est pas tout simplement ça? Je crois qu'ils s'en rappellent. Oh non, c'est Non, mais en terrible. vrai, vas-y, tu crois ils sont refait le match, tu crois ils sont refait... Bah, j'en sais rien, peut-être, hein. Je sais pas. J'avoue que j'avais moi-même zappé qu'il y avait eu éventuellement cette célébration-là et je suis même pas sûr que ils se sont dit dans le vestiaire avant le match que si jamais ça se passait comme ça, ils célébreraient. Enfin, voilà. Bon. Je sais pas combien même il nous a mis mal à l'aise, il a mis tout le monde mal à Ah l'aise. ouais, clairement. Enfin, Ouais, Lillois, c'est Lillois, ça. Niçois confondus, c'était vraiment déplorable. Parenthèse Lotomba fermée, de toute manière, bon, on fera le bilan fin de saison, etc. Et puis éventuellement, on aura des indications sur les prochains départs et prochaines arrivées. Mais ce qui a aussi retenu l'attention avant le match et après au micro de France Bleu Azur, c'est le cas de Dante. Donc Dante absent du groupe, qui ne fait pas partie du groupe. Alors je crois qu'il a raté aucun match hors suspension. Enfin je veux dire physiquement on le connaît bien. Il est très rarement blessé, hormis les croisés il y a quelques années. Ça parle de blessures diplomatiques dans ce contexte un peu de prolongation, de négociation. Est-ce que tout simplement ça prend pas du temps lié au fait que bah, le DS actuel ne sera pas le DS qui conclura l'accord s'il y en a un et que bah, finalement on va pas laisser cette décision-là à Ghisolfi puisqu'il est parti. Enfin, à mes yeux, je trouve ça normal que ça mette un certain temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc il y a eu cette story Instagram. Alors, à prendre avec des pincettes ou pas, mais dans ce qui est dit, Dante, 40 ans, capitaine de l'OGC Nice, remet en cause les bons et les mauvais dirigeants. À la veille d'un match où on n'a plus rien à jouer, dans un contexte où justement il souhaite une prolongation avec voilà, un salaire équivalent. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Anto, calme-toi. Je vais d'abord donner la parole à Matt et Romain. Est-ce qu'on en fait trop avec on va dire, ce message sur les réseaux? Est-ce que Dante, tout simplement, là, se tire pas une balle dans le pied, tout simplement? Parce que Jean-Pierre River parle effectivement d'un accord qui est souhaitable. Euh, Pose question également le après. Est-ce qu'il va intégrer le staff, etc. Bon, vous en pensez quoi concrètement là de ça et cette potentielle blessure diplomatique de notre cher capitaine Dante? Romain ou Matt, les gars, l'un des deux. Bon, je commence alors. Euh, Moi, bon, après, on connaît pas les. Moi, ce que j'aurais aimé connaître, c'est les montants, en fait. Euh, Au bout d'un moment, t'as un joueur, donc ça fait quand même quelques années qu'il est là. Tu lui promets, parce que tous les ans, quand il prolonge, t'entends les dirigeants qui disent, ouais, mais Dante, c'est une certitude, de toute manière, on le prolongera. Tant qu'il est apte à jouer, on le prolongera. On peut pas faire autrement. Et enfin voilà. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que Dante, bon, bah, il a sa vie ici et pour lui, il finira sa carrière ici et peut-être qu'il continuera sa future carrière ici. Ça, je sais pas. Mais par contre, au bout d'un moment, quand tu as ton capitaine depuis tant d'années, que tu attends le mois de mai pour commencer les négos, je comprends que déjà tu l'es un peu en travers. Parce que pour moi, et je me mets à sa place, tu attends le mois de mai pour commencer les négociations, c'est que t'as peut-être des doutes, enfin voilà, il y a un truc qui va pas. Alors que sincèrement, on fait partie de la meilleure des meilleures défenses depuis des années. Une des seules fois où on n'a pas été meilleure défense dans les 5-6 dernières années, c'est le moment où il se fait les croisés. Donc, au bout d'un moment, je trouve qu'il a une légitimité. Donc, à faire un caca nerveux,
à plus de 40 ans, bon, peut-être qu'il aurait pu le faire autrement, mais en tout cas, c'est le joueur qui n'a jamais eu un mot pardon, plus haut que l'autre durant toutes ces années, hormis l'année dernière où il a dit, il avait eu une sortie en disant qu'il fallait avoir plus, un effectif prêt en pré-saison et non pas en fin de mercato, enfin bref. Mais tout ça pour dire que moi, je comprends pas, bon, ces petits trucs sur Twitter, moi, de toute manière, ça, je supporte pas ça. Mais par contre, après, je trouve que Nice, ouais, était un peu, ouais, à son image hein, depuis un certain temps, mais n'a pas été totalement, on va dire, bah ouais, n'a pas été très cool avec Dante. Et aujourd'hui, quand tu donnes des salaires mirobolants à des mecs comme Schmeichel, Ramsey, j'en passe, hein, un mec comme, certes, il est plus jeune, Mofi, mais qui n'a rien prouvé hormis à Lorient. Tu lui donnes des 300 bâtons. Enfin bref, au bout d'un moment, le mec, juste pour un rappel, il y a 3 ans, 3 ans ou 4 ans, il accepte quand même de baisser de 350 000, je crois, à 175 000. Tous les ans, il baisse un petit peu son salaire. Donc moi, j'aurais aimé avoir les chiffres. Voilà, j'aurais juste aimé avoir les chiffres et le premier contrat qu'on lui a proposé avant de porter un jugement définitif. Si on lui enlève 5 000 euros et que là, il fait son caca nerveux, je dirais, bah, c'est un con. Mais moi, des premiers échos que j'ai eus, enfin que j'ai eu, on dirait que je suis senti. Mais des premiers, de ce qu'on a pu me dire, il y a eu quand même une grosse baisse, une énorme baisse. Donc je veux bien que Ineos essaye de prendre 2-3 euros à droite à gauche, mais prends-les sur d'autres personnes et laisse ceux qui ont fait le taf, parce que pour moi il a fait le taf depuis qu'il est là, tranquille. Et c'est ton capitaine et tout le monde le respecte. Et ça, on a beau dire quoi que ce soit, mais dans le club, c'est le premier à faire des gestes pour les salariés qui ne sont pas sur le terrain, donc dans le stade, donc qui n'ont pas les mêmes salaires que l'entraîneur adjoint. Voilà. Donc il fait son taf mine de rien hors du terrain, même si j'en entends beaucoup qui disent que il pourrait faire plus, peut-être qu'il peut faire plus, mais il le fait. Il le fait. Et, et voilà. Donc pour moi, c'est pas top. Voilà. L'image que tu renvoies. Cholo Simeone qui nous dit c'est quoi le plus choquant, 150 000 à Dante ou des 300K à Laborde et des 400K à Ramsey. Bertino nous précise que apparemment le salaire mensuel proposé était celui de 70 000 euros, donc à peu près la moitié Donc, de ce qu'il gagne donc actuellement. c'est un gros bras d'honneur au mec. Voilà. C'est ton capitaine. Si effectivement, s'il s'agit bien Oui, des si, 70 000 euros. moi j'avais entendu 80. Donc pour te dire, ça se rapproche. Et pour moi, c'est un gros fuck que tu lui fais en sachant que c'est une pièce, un élément sur lequel tu vas, tu vas garder encore quelques années parce qu'ils veulent l'inclure dans le staff. Et j'en suis sûr que dans l'esprit de certains, même pourquoi pas devenir un jour peut-être entraîneur de l'OGC Nice. Donc pour moi, c'est un gros fuck que tu lui fais parce que sur la saison en, entière, je trouve que il est quand même, pour moi, il est quasi irréprochable parce que à plus de 40 balles, faire ce qu'il a fait, et maintenir une défense, parce que Todibo, on a beau dire ce qu'on veut. Todibo sans Dante, on verra hein, ce que c'est. Hein. Mais c'est pas le même. Matt, est-ce que c'est normal ce qui est en train de. Enfin, déjà, ton avis, parce que moi, je pense aussi, on va dire, pragmatisme et institution, club. Je me dis, Dante, malgré tout ce qu'il peut apporter, tout ce qu'il a apporté au club, c'est plus l'avenir de l'OGC Nice. Du moins sur le terrain. Donc, certes, tu fais baisser de 50% son salaire. Dans cette idée-là, surtout si tu l'as négocié tard, ça renvoie pas forcément une bonne image. Mais quelque part, est-ce que c'est pas normal aussi on veuille peut-être, du moins dans l'esprit des dirigeants, se dire que bah oui certes, mais peut-être qu'ils partent ou qu'ils arrêtent au sommet plutôt que la saison de trop. Ah, désolé Matt, je vais te couper. Mais tu as dit un truc intéressant, Pancho. Ça Il m'arrive. lui propose, ouais, il lui propose cette réduction de salaire 2 semaines avant de partir en vacances.
Donc imagine-toi dans la tête de Dante qui s'attend à avoir un salaire proche de ce qu'il a actuellement, mais en gros c'est comme si on lui mettait le couteau à la gorge et en disant, voilà, on te fait cette baisse de salaire, tu n'auras rien d'autre ailleurs. Enfin, pour moi, je pourrais le prendre comme ça. Tu vois, je suis à la place de Dante, je peux le prendre comme ça. Donc, peut-être que si cette offre était venue au mois de mars, les négociations, elles se seraient continuées et ils auraient été sur un truc un peu plus stable. Mais là, aujourd'hui, proposer ça en mai, pour moi, c'est du foutage de gueule. Voilà, pardon, Matt. Non, mais pour moi, enfin, la situation, elle est anormale des deux côtés. Je vais essayer de faire court parce qu'il trépigne Lanto là pour sortir la sulfateuse. Que le timing soit mauvais et que le montant soit un manque de respect, j'entends. Le plus dommageable dans cette situation, c'est que c'est encore l'institution OGC Nice qui s'en ressort fragilisée. Parce que du coup, tu te retrouves dans quelle situation là? Pour la dernière journée de championnat, ton capitaine, 40 ans, homme exemplaire, adulé par tout le monde, il fait la grève. Donc là, en gros, le mec, il a fait la grève du dernier match. Et ça, c'est l'exemple. En fait, c'est ça qui va marquer ta fin de saison, puisqu'on s'en branle, hein, le sportif, c'était terminé pour Lille. Ce qui marque la fin de saison, c'est, tu vois, l'année dernière, tu disais, il avait fait une sortie pour dire, ok, il faut faut que l'effectif il soit au complet avant le dernier jour du mercato. Et là, le mec, l'exemple qu'il donne, c'est de faire la grève pour le dernier match. Alors qu'il avait l'occasion de venir à Lille, de récupérer le micro à la fin du match et de faire une déclaration, comme il le fait tout le temps. Il en a joué et il nous en a fait 100 000 des interviews comme ça. Et en plus, sa dernière interview après Paris, il nous parlait de respect. Certes, il y a peut-être eu un manque de respect, mais il n'est pas exemplaire non plus. Donc moi, franchement, je trouve juste que c'est une sale situation. C'est moche des deux côtés. Et c'est encore l'institution et l'image du club qui en pâtit. Et je vais laisser Anto enchaîner sur si Dante méritait plus de respect ou pas, ou si on se trompe si on est dans l'erreur de lui proposer moins de salaire. Mais En tout cas, il avait des fenêtres de tir pour pouvoir s'exprimer et le faire par un autre biais, d'une manière beaucoup plus formelle et beaucoup plus officielle que ce qu'il a fait là. Et le moyen, le message un peu subliminal que tu mets sur les réseaux, que ce soit destiné ou pas à ça, c'est petit, quoi. C'est petit. Enfin, franchement, quoi. C'est un jeune joueur de 17-18 ans qui fait ça. C'est pas ton capitaine. C'est pas ton... Enfin, je comprends pas. Vas-y, Anto. Déjà pour commencer, c'est là où je vais avoir le moins de, on va dire où je suis le moins énervé contre Dante. Pour moi, il n'est plus au niveau. Tu regardes le match qu'il y a contre Le Havre. Alors franchement c'est symptomatique, mais il y a 3 actions où tu le regardes et tu te dis soit c'est un U15 qui défend, soit c'est un mec qui est en retraite. Et tu ne peux pas aller en Europe avec des mecs comme ça. Et moi je suis pas d'accord. Ce mec-là n'est plus au niveau depuis 2 ans. Il a des bons moments où c'est pas trop mal, mais il y a beaucoup de moments où il est sauvé par un Melvin Barr cette année qui a été fantastique et qui a fait des retours de fou. Todibo qui couvre les 3 quarts de la défense à lui tout seul. Enfin, franchement, moi, tu me dis Todibo, on verra sans Dante. Moi, je veux bien voir aussi Dante sans Todibo parce que je pense que ça va être vraiment catastrophique. Mis à part ça, aussi le club, il va falloir aussi qu'on parle d'une chose. Andy Delors et maintenant Dante. Ces 2 mecs qui sont là, ouais, j'avais des promesses et tout ça. Ok, mais t'es dans une entreprise, faut qu'ils arrêtent, enfin, ils sont trop dans un monde imaginaire aussi. T'es dans une entreprise, comme nous tous, si ton patron il change, tout ce qui a été dit à la voix, ça ne marche plus. C'est pareil pour nous les gars, si demain ça arrive dans vos entreprises que vous changez de patron, si on vous a proposé quelque chose, eh ben, ce n'est plus le cas. Il faut que tu refasses tes preuves auprès des nouveaux. Et le nouveau directeur sportif, il aura faire ça. Alors, je sais pas si c'est Ineos, Bokeh, peu importe, qui va gérer le dossier en attendant et que ça sera fait avant la nomination du directeur sportif. Mais Flo Gisolfi, ça fait un mois qu'on lit qu'il discute avec la Roma. J'espère du moins que nos dirigeants ne sont pas dupes et qu'ils en ont discuté avec lui. Bah, du moment où tu sais que Gisolfi parle avec la Roma, t'arrêtes toutes les négociations qu'il a en cours avec tes joueurs de ton club, ce qui est normal. Enfin, pour moi, ça me semble normal. Ensuite, l'homme. Maintenant, on est en train de traiter en légende un mec qui ne nous a jamais défendu. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais quand Galtier vient devant la tribune, les joueurs qui s'opposent, c'est Todibo et Thuram. Ceux qui vont en conférence de presse pour protéger les supporters et le club, c'est Todibo, Thuram. À aucun moment je vois Dante. Quand il va en conférence de presse, il assassine les joueurs. Alors pas tout le temps, c'est vrai, mais de temps en temps, il met un tacle aux joueurs, il met un tacle au coaching staff, au club, peu importe. Mais à chaque fois, c'est les autres qui morfent. C'est jamais lui. Lui, il se dédouane toujours. Grand sourire et tout ça. Hop, les musiques brésiliennes et tout, on aime bien. Ce mec-là,
gars, oui, il passe bien à l'écran, mais c'est tout. Il n'a qu'une image qui est très bonne et ça lui servira dans sa carrière. Et grâce à ça, il va faire peut-être sans doute une grande carrière peut-être de coach s'il est bon ou à la télé parce qu'il passe très bien. Mais il faut pas oublier tout ça. À chaque fois, c'est l'autocritique, etc. Il s'est jamais dire. Moi, j'ai vu Lacazette dire, je suis pas bon. Je suis pas bon, les autres non plus, mais moi non plus, je suis pas bon et je me remonte pas le bon exemple. Mais c'est bizarre, mais nous, notre capitaine, il n'est pas capable de faire ça. Je l'ai vu une fois cette saison montrer un caractère où il avait envie de revenir dans le match, c'est contre Paris. Je n'ai jamais vu l'état d'esprit cet état d'esprit-là, je l'ai jamais vu sur les autres matchs. Et trouvez-moi les images et je dirais ok, mais c'est pas vrai. Contre Paris, il a été irréprochable. Je l'ai dit, je pense qu'il y en a qui sont témoins, j'en ai parlé avec eux en privé, mais je l'ai dit directement. Dante, l'irréprochabilité. Mais c'est un match sur combien? Et c'est un Ça mec. intervient à un moment où justement il y a toutes ces questions liées à sa prolongation. Est-ce que c'est anodin ou pas? Mais surtout que après tu vas en conférence de presse, tu détruis le club en disant ouais, on ne parle pas de prolongation, etc. Un mois avant, tu dis qu'on commence à discuter et que ça prend un peu du temps parce qu'il y a les matchs au milieu, etc. Il faut préparer. Il le fait un mois avant. Pourquoi un mois après, tu arrives et tu déglingues tout le monde en disant on ne discute pas de prolongation? C'est très malhonnête de sa part et à chaque fois, il rejette la faute sur les autres. Donc au bout d'un moment, c'est pareil. Son contrat, oui, peut-être c'est 80 000, 70 000, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas des primes aussi de matchs? Parce que s'il joue tant de matchs, il aura, j'en sais rien, dans le mois ou quoi que ce soit, il aura un peu plus. Ça peut être normal aussi. Faut se dire un truc. On est dans le monde du football. Il a 41 ans. Ce mec-là, il a oublié qu'il y a 3 ans, quand il se fait les croisés, le logiciel le prolonge. On a prolongé un mec de 38 ans. Respect au club, franchement, c'est un super truc. Mais en tout cas, t'as aucune assurance et surtout que tu lui files quand même de l'argent. Alors, c'est pas les plus gros salaires du club, on est d'accord, mais tu lui files beaucoup d'argent. Donc, il y a un moment aussi où ce mec-là, il est en train de passer pour un ange et une légende. Je vois des mecs. Alors, ça va très faire parce que c'est celui qui est le plus connu qui l'a dit, Florian Buzeau. Je m'excuse, c'est pas contre toi. Mais quand je vois des mecs qui me disent qu'ils veulent jeter la carte d'abonnement pour un mec comme ça, parce qu'il serait pas prolongé, mais je trouve ça déjà, pour moi, c'est inconcevable. T'es là pour le gestionnisme, pas pour un joueur. Mais il faut arrêter quoi. Au bout d'un moment, ce mec-là, il nous respecte pas. Je suis désolé. Il nous a jamais défendu. Les supporters, c'est pareil. Je vais vous dire un truc, hein, mais ce mec-là, il vous a jamais remercié dans la fin de saison. Il n'est pas venu voir les parkages, enfin la BSN à la fin des matchs. Il est resté toujours en retrait. Après, il rentre au vestiaire. La dernière de la saison, il a même pas mis un mot aux supporters. Il a dit ouais, bravo les joueurs, on s'est bien battu. Même pas merci les supporters pour votre super ambiance et tout ça, on n'a pas été à la hauteur. Mais juste ça, tout le monde l'a fait. Même Aliou Baldé, le mec, il a joué 3 matchs dans la saison. Il a dit merci aux supporters pour votre soutien. Et lui, il n'est même pas capable de le faire. C'est notre capitaine, c'est lui qui nous représente le plus. Mais comment il peut être éligible à être une légende du club? Pour moi, c'est inconcevable. Quand j'ai connu des Sivelli, quand je vois d'autres mecs en face de moi, quand je vois Chirivella à Nantes, Lacazette, peu importe, Payet quand il était à l'OM, mais lui, il allait et lui, il défendait tout le monde. Et il prenait pour son grade. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait démonter. Mais en tout cas, il protégeait les autres. C'est pas son cas. Voilà. Anto, Et je j'espère qu'il va partir. viens d'avoir une indication par rapport à ton rythme cardiaque. Tu es en surchauffe, Anto. Donc on va te laisser Ah, je souffler peux un plus le voir. peu. Voilà, tu prends des compléments alimentaires. Voilà, surtout tu t'hydrates, hein, et puis tu respires. En tout cas, qu'on soit d'accord ou pas, moi je trouve que sur la saison, ce débat denté, il est extrêmement clivant et c'est la richesse du débat. Euh, je pense qu'on peut refermer tranquillement la parenthèse, tout a été dit, on verra ce qu'il en est, on verra la décision du club. Jean-Pierre River est confiant sur le fait de trouver une décision qui mêle autant l'intérêt du joueur, l'intérêt du club. D'ailleurs, on parle de Jean-Pierre River et on va parler ensuite pour les sujets qui suivent. Un petit avis sur sa déclaration d'hier devant la presse. À titre perso, j'ai trouvé ça bien, clair, net, bon timing. On a attendu la fin de saison. Il a confirmé que Ghisolfi signait à la Roma. Et en fait, je sais pas, mais j'ai envie de voir plus River quelque part. Lorsqu'il est comme ça, lorsque il dégage aussi une forme de sérénité et de clairvoyance, je me dis, mais pourquoi on le voit pas plus? Je sais pas ce que tu en as pensé, soit Romain ou Matt. Bah non, mais moi comme tu dis, moi j'ai bien aimé son intervention d'hier. Il a parlé de tous les sujets, il en a éludé aucun. Bon, hormis le point mercato, et encore, il a dit que Todibo et Thuram, que s'il y avait des offres, forcément ils allaient partir parce que bah voilà, hein, ils avaient fait leur temps chez nous et qu'ils méritaient ce bon de sortie. Donc, donc non, après moi je l'ai trouvé même peut-être un poil trop rassurant, tu vois.
Donc, j'avais l'impression d'avoir un commercial devant ma tête qui était venu me vendre un truc, quoi. Donc, non, c'est sûr que si on prend au mot son interview, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour le futur de l'OGC Nice. Maintenant, on connaît tous River, hein, belle parole, il passe bien à la télé. Maintenant, j'ai quand même hâte de voir ce que va être notre prochain mercato et nos futures ambitions et tout ça. Mais après, moi aussi, j'adore ce mec de toute manière. Donc, quand il vient parler, c'est un bonheur et surtout quand voilà, il te balance des trucs comme ça pour la fin de saison, ça va faire, tu te sens rassuré, mais quand même avec des doutes. Et puis le capital aussi, connerie, hein, pensons à notre ami Louraï, hein, parce que derrière, il y a de la matière aussi qui va être exploitée. Mm. Matt, qu'est-ce que tu as pensé de l'éclat de Jean-Pierre River, le timing, et puis Pardon, ce qui a je vais encore te couper, Matt, mais comme ça, peut-être que tu pourras en parler toi. Mais non, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est qu'il ait dit, ouais, au bout d'un moment, faudrait un Un peu projet solidité. sur, voilà, voilà. Ah, Donc, tu vois, vraiment. je lance la Ah, mais il a perche. tout dit. Voilà, bah, franchement, rien à rajouter à ce que dit Romain. Il a été complet. J'allais rajouter que ça. C'est. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Romain. Il est très serein. Il nous dit que Ineos c'est merveilleux, mais sauf que là, on perd le directeur sportif parce qu'Ineos ferme les vannes 2 fois de suite. Donc bon, wait and see. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en saura plus d'ici un mois, je pense. Effectivement, alors c'est ce qu'il dit, et il confirme aussi le départ de Florent Ghisolfi vers la Roma. On en avait déjà parlé lors de l'émission de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. Donc Ghisolfi va partir, l'OGC Nice perd son directeur sportif. Euh, avec peut-être l'entraîneur actuel, Francesco Farioli, qui suit, qui est en pourparlers, on va dire, très clair avec l'Ajax. On sait aussi que Farioli, c'est un choix de Ghisolfi, donc que les deux sont très liés, que Farioli c'est quelque peu que Ghisolfi s'est mis à dos aussi d'Igar quelque part pour y intégrer Farioli. Donc il y a aussi un choix, voilà, de conviction qui a été fait par le directeur sportif. Moi j'ai une question à vous poser. euh, River dit, voilà, que c'est une opportunité pour lui de franchir un échelon supérieur. Est-ce que quelque part, on attend de Nice d'être un club ambitieux, mais un club tremplin? On a déjà comparé projet un peu Rennes, j'allais dire un peu Monaco, dans le style où on permet à des joueurs de franchir un cap pendant plusieurs années pour ensuite faire une très bonne revente. Est-ce que quelque part, c'est pas ça aussi, voilà, de se dire que bah, les dirigeants, si on les voit partir à la Roma, à l'Ajax, quelque part, c'est que c'est plutôt positif aussi pour le club. Ouais, bah, surtout qu'il a fait un bon choix avec Bokeh, quoi. On va dire que c'est eux qui sont allés chercher Zelfi et ils ont bien fait. Et lui a trouvé un coach. Alors qu'on soit satisfait ou pas, dans les faits, la 5e place, si on nous l'avait dit en début de saison, on serait content. Donc, leurs choix sont pas mauvais. Ils partent pour des gros clubs en plus. C'est pas comme s'ils partaient pour aller signer genre dans un petit club, l'Olympique de Marseille. Tu vois, donc non, pardon, balle perdue, mais je suis un peu obligé Elle est quand pour Balotelli, celle-là. même. Salut Mario. Non, donc faisons leur confiance. Après, oui, on aspire à être un club tremplin, encore plus depuis qu'on est passé second couteau d'Ineos. Quoique, pour l'instant, c'est nous les Européens. Donc Bruno Fernandes en prêt, j'y pense. Donc, à voir. Après, c'est sans doute ce qu'on doit faire, à part si on veut rivaliser avec Paris. Et dans ce cas-là, là, il faudrait qu'on ait un actionnaire qui vraiment lâche les chevaux et qu'on puisse, en 2-3 ans, combler notre retard, au moins au niveau de l'effectif et après, ensuite, au niveau de la structure du club. Donc, c'est ce qu'on aspire à être, comme tous les clubs de Ligue 1 et tous les clubs globalement d'Europe, à part les 10 plus gros, quoi. Donc, Ghisolfi parti, Farioli pour l'instant encore en poste. Et puis, bah, les rumeurs forcément qui font état pour l'instant, d'une éventuelle arrivée de la doublette Florian Maurice, Bruno Genesio, anciennement. Moi, j'ai une info, hein. Ah, j'ai une info en live, que j'ai oublié en plus de dire. C'est le moment où le temps Euh, s'arrête. non, ce qui est sûr, c'est que Digard ne sera pas le coach de l'OGC Nice l'année prochaine. Il s'en va du club.
Et tout comme Manu Pires, qui s'en va du club aussi. Remplacé par Philippe Barraud? Voilà. Ok. Mais voilà, en tout cas, on peut enlever dans les potentiels, parce que je crois que Nice Matin, ils en ont parlé ou ce matin ou hier, que ça pouvait être un prétendant en tant que coach. C'est sûr, à 10 000% qu'il ne sera pas coach puisqu'il s'en va. Donc forcément, voilà. Donc, Digard, qui a validé ses diplômes d'entraîneur récemment, serait bien sur le départ de l'OGC Nice. Tout comme Manu Pires, Peut-être au Havre, hein, d'ailleurs. Quand je dis ça, je dis. Ouais, mais ça veut dire que Elsner. Ah, non, Elsner? Elsner, il a des touches avec Reims. Non, je Reims, crois. ça, ouais, mais il fait partie d'une shortlist. Tout comme Oui, le fils mais- Ancelotti. non, Oui, bah ça, c'est de la mais com, hein, je vous le dis. Enfin, franchement, déjà, le Mais salaire d'adjoint au Real de Madrid, je pense, par rapport à l'entraîneur de Reims, ouf, douche froide. Bodmer Digard. Bodmer Retenez Digard, ce ça que se je dis. tient. Bodmer Digard, ça se tient au WAC. Hum, Deux gars Retenez. qui se connaissent depuis plusieurs années, qui sont amis, qui ont été, je crois qu'ils c'est à peu près de la même génération. Non, Bodmer est un peu plus vieux, mais ils se connaissent du Havre. Attends, il est formé au Havre, Bodmer? Non, Caen. Ouais, Normandie, quoi. Bodmer, c'est quand? Ils ont Ouais, joué ensemble Bodmer, à c'est Paname, je quand? crois aussi. Oui. Non, Bodmer Non, je crois pas. arrive après, mais je pense qu'ils se sont fréquentés également, Non, mais peut-être. à Nice. À Nice, effectivement, c'est vrai. Bah C'est oui, vrai qu'on est à supporter de Nice. l'OGC Nice, on oublie, hein. On oublie qu'on est supporter du gym. Ouais. Donc, Digard, pas entraîneur du gym, qui va partir du club. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Anto et Matt de cette info. C'est vrai que ça revenait souvent là, sur les derniers temps et d'un retour. Matt, tu faisais un peu la propagande la semaine dernière pour le retour du plus beau pull blanc du championnat. Comment tu reçois la nouvelle? Est-ce que. Bon, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, tout simplement? Bah, du coup, moi, je reçois la nouvelle que du coup, je pense que dans 2 ans, quand il va nous falloir un nouveau directeur sportif et un nouveau coach pour un nouveau projet sur 3 ans, on pourra faire venir les deux du Havre. Donc ça, c'est cool, on fera d'une pierre deux coups. Plus sérieusement, bah, c'est dommage. Enfin, surtout avec les prestations qu'ont montré les jeunes contre Lille hier, j'avoue que moi, voir Digard reprendre l'effectif, et j'aurais trouvé ça économiquement, sportivement, enfin sur plein de plans, j'aurais trouvé ça cohérent. Après, est-ce que c'était le meilleur choix? Non, parce que je pense pas que Digard soit le meilleur entraîneur disponible sur le marché. Maintenant, on va voir ce que nous propose, Boguet et River. Et j'espère qu'ils vont être inspirés et que voilà, on va pas encore oublier une composante du club. Est-ce qu'on va pas sélectionner un entraîneur qui convient pas du tout à l'effectif, par exemple? Est-ce qu'on va pas sélectionner un entraîneur qui fait pas du tout jouer les jeunes? Je m'attends. En vrai, je crains le pire parce qu'en fait, on choisit mal nos coachs depuis trop longtemps. Donc, wait and see. Mais vu les dernières rumeurs, on les a tous vues, les rumeurs. Moi, je suis un peu inquiet. Anto, le départ de Digard, le ticket Genesio Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'aurais aimé donner les clés à Digard, en vrai, avec n'importe quel directeur sportif. Je pense que il a mérité, il a pris un an avec les jeunes, il aurait pu vraiment faire une bonne transition, surtout dans une saison où tu vas jouer l'Europe. On en revient toujours au même, on n'aura peut-être pas beaucoup d'argent, donc tu peux faire monter les jeunes, lui il les connaît bien, donc il y avait un peu toutes les composantes qui étaient là. Maintenant, on lui souhaite en tout cas bonne chance au Havre et plein de réussite. Et puis peut-être qu'un jour nos chemins se recroiseront et ça sera avec grand plaisir. Maintenant, voilà, la page se tourne, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. On fera sans lui, quoi. Ensuite, au niveau des rumeurs, alors je sais pas, il y a un message dans le chat de Olive Salerne qui est passé comme quoi Florent Maurice avait démissionné de Rennes. Ça a été démenti ensuite. Je crois qu'il y avait quelqu'un, Babin, qui disait que c'était fake. Donc bon. Ok. Donc bon, bref, si on doit partir avec les deux, moi j'ai un petit problème avec Genesio, c'est le fait qu'il ne fasse pas progresser les clubs, il les stabilise. On a sans doute besoin de ça, on remarque, donc on va dire qu'on va prendre. Et il a en soi pas trop peur de faire jouer les jeunes, donc tout est réuni. De toute façon, on verra les choix et on fera confiance et on jugera dans quelques mois si c'était les bonnes décisions.
En tout cas, on récupère également donc Philippe Barrault en lieu et place de Manu Pires, responsable du centre de formation, qui était aussi dirigeant depuis plusieurs années à Rennes. On connaît la qualité du centre de formation du Stade Rennais, qui est peut-être l'un des meilleurs en France, surtout la qualité de leurs joueurs et aussi leur capacité à bien vendre leurs jeunes joueurs. Anto. Ouais, il faut se rappeler d'une chose. Si c'est Florian Maurice, ce génie, parce que quand même j'ai toujours là moi, a récupéré Amine Gouiri pour Gaëtan Laborde et quelques patates. Et ça, c'est fort. Alors après, c'est pas fort surtout, mais ça, c'est très très fort et je l'ai encore là. Donc peut-être qu'il va nous refiler Gaëtan Laborde contre, je sais pas, Désiré Doué par hasard. Ouais, à tout hasard, Désiré Doué. Mais bon, il y a une restructuration interne, on en a déjà parlé, mais on a l'impression que. Enfin, moi, ce qui me gêne, alors je vais être un peu aigri, hein, mais c'est qu'on n'a pas d'idée, en fait. On n'a pas d'idée, on récupère l'année dernière le staff de Lens, on essaye de faire aise, on récupère les éléments de Lorient en voulant faire le Brice avec Mofi 6 mois après. Là, all-in sur Rennes et le modèle rennais. Euh, je sais pas, enfin, je comprends pas pourquoi on est tellement dans le. J'ai l'impression qu'on est tellement dans. On est dans l'urgence et on est continuellement en structuration, alors que en fait on devrait l'être depuis un certain temps. Donc si on fait ça, enfin dire, ça manque d'idées encore une fois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Romain. J'ai vu que t'avais ouvert ton micro, mais Ouais. Mais en fait, moi, je veux juste, certes, hein, on n'a pas des idées de génie depuis quelques années, mais moi, je veux juste parler de celui qui vient au niveau de la formation. Il a fait un beau travail à Rennes, ok, mais c'est pas le même bassin. Rennes, tu peux récupérer tous les, tous les joueurs de la région parisienne. Et dans la région parisienne, la différence entre la région parisienne et notre région à nous, elle est colossale au niveau des joueurs. Tu parles avec un mec qui est recruteur, qui est chez les jeunes, etc. Quand il regarde des matchs dans notre bassin, le bassin méditerranéen, et quand il monte sur Paris, c'est ouais, trois mondes différents. Donc aujourd'hui, Rennes profite de sa proximité, parce que c'est pas loin, hein, de sa proximité avec Paris, pour prendre certains joueurs, comme peut le faire Le Havre, comme peut le faire beaucoup de clubs. Donc aujourd'hui, faire ce qu'il a fait à Rennes, ça va être très compliqué. Parce que nous, notre bassin, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est frontalier avec l'Italie. Donc déjà, tu as tout un côté de notre bassin qui est mort. Donc tu ne peux pas faire le tour, tu vois, comme par exemple Paris qui fait un certain tour au niveau de la France, tu vois, ils peuvent prendre des joueurs à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Nous, ça, tu peux pas. Après, tu as Monaco qui ont un excellent centre de formation et qui nous gratte beaucoup de joueurs. Euh, Marseille, beaucoup moins maintenant parce qu'ils savent très bien que les jeunes ne sortent jamais à l'Olympique de Marseille, même s'ils essayent de remettre ça en place. Mais on a profité de ça pour prendre certains joueurs des Bouches-du-Rhône et de les faire venir sur Nice. Mais quand on regarde tous ceux qui sortent de chez nous, enfin pas tous, mais énormément, il y en a beaucoup qui sont de la région du 13, du département du 13, pardon, un petit peu de Paris, mais les déloger de Paris pour les faire venir sur la côte, c'est différent. C'est une approche différente que va devoir avoir le directeur du centre. Enfin voilà, quand on dit ouais, il a fait des trucs de fou à Rennes, mais le boulot, ce sera pas le même. Ce sera pas le même parce qu'on n'a pas le même vivier chez nous, dans notre bassin méditerranéen, que en région parisienne, où là, bah, ça pullule de joueurs, où tu en as des tonnes et des tonnes, et qui sont très très bons. Donc, Ouais. ouais, Alors, c'est bien, mais pour se mettre en contradiction, déjà, ces joueurs, on peut aller les chercher parce qu'on le fait déjà. Et il y en a qui voudront venir. Et en plus, du coup, lui, il a un atout, c'est de te dire, bah voilà, moi, ce que j'ai fait à Rennes, tu viens ou pas? Et oui, moi, je vais t'apprendre comment être un grand joueur, tu vois. Donc, il y a ouais, mais aussi des bons côtés qu'il a, quoi. ouais, mais t'as des joueurs parisiens qui vont préférer, parce que c'est des jeunes joueurs, même la famille, elle va préférer être à 1 heure de route de Paris que être à 1 heure et demie d'avion. Tu vois, c'est toujours la même chose. Et puis Rennes, c'est pas Rennes, Dieu merci, bah, ils en font jouer des jeunes. Certes, peut-être que c'est lui qui les a fait monter, mais c'est aussi le coach qui les a fait monter. Donc je veux bien tout ça.
Mais après, au niveau de la politique jeune, à Nice, je suis désolé, mais on n'en fait pas monter des tonnes, comparé à certains clubs qui là, bah, font énormément confiance aux jeunes et ça marche. Donc donc voilà, donc après, moi je dis: «C'est différent». Il faut des arguments supplémentaires. Je sais pas si Ineos a coupé les vannes, mais je sais qu'au bout d'un moment, ils voulaient les ouvrir pour la formation. Après, ils les ont refermés. Là, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire parce qu'en prenant ce mec, c'est que forcément, ils veulent certainement un peu les ouvrir. Mais il faut des arguments et les seuls arguments que tu peux avoir, c'est financier. Et si t'as pas de, malheureusement, si tu dis pas à certains parents, bah écoutez, moi au petit, je lui donne ça, je lui donne une prime de ça, de ça, de ça, de ça marche pas. Et ils vont préférer à, à offre équivalente, ils vont préférer être à 1 heure de route de chez eux plutôt que à 1 heure et demie d'avion. On a une question Voilà. de Bertigno concernant eh bien, la formation de l'OGC Nice et le lien avec le Cavigal. Est-ce que tu as une explication sur le fait qu'aucun joueur du Cavigal n'arrive à Nice alors que les autres clubs pro se servent chez eux? Alors, aucune. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question. Et ça, je me renseignerai dessus parce que en plus, je me la suis posée et j'ai jamais posé la question. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est une folie furieuse. Voilà, c'est une folie furieuse. Maintenant, après, je sais pas, ils ont même pas de partenariat avec un club pro ou quoi, avec le Cavigal. Si, je crois en plus. Avec Mais qui? moi, Parce que, j'avais vu, je sais plus quel club, mais je crois qu'il y a 2 clubs de Ligue 1 et je sais pas s'il n'y a pas un club étranger aussi ah, qui travaille avec eux. Et je crois ce serait, que ils veulent pas travailler parce que apparemment, déjà il y a eu des mauvaises expériences. Il y a eu le club qui vient jamais voir les jeunes en réalité dans les clubs de la région et même de la ville. Et du coup, il y a plein de clubs qui ont tourné le dos à l'OGC Nice apparemment. C'est ce que j'avais lu. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont ressorti ça. Donc, ouais, mais enfin, moi, je vois que cette explication parce que c'est vrai que le Cavigal, ils font le mille. Ils ont toujours été bons, de toute manière, avec les jeunes. Et c'est vrai que, ouais, je crois que le dernier qui est venu du Cavigal, ah non, il venait de la Trinité, Lloyd Palin. Mais, euh, mais non, non, après, je pourrais pas dire. Mais à tous les coups, ils ont un partenariat avec un autre club que Nice. Enfin, je vois que ça. Je vois que ça. Moi, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit, Romain. Tu dis que la seule chose qu'on a à offrir, c'est de poser de l'argent. Et je pense que c'est mal utilisé ce que peut t'apporter Ineos. Honnêtement, quand tu regardes les installations sportives qu'on peut retrouver au Royaume-Uni ou dans les top clubs étrangers, je sais qu'il y a eu des travaux il y a une dizaine d'années au centre d'entraînement et au centre de formation. Franchement, c'est pas suffisant. Il est sympa, hein, le complexe de la Plaine du Var, mais on n'est vraiment pas à la hauteur d'un top club européen. Et tu vois, de vraiment développer les infrastructures d'entraînement, d'accueil pour les jeunes, là, tu aurais peut-être un argument supplémentaire à faire valoir, à te dire, voilà, on a un centre de performance qui est vraiment dans ce qui se fait de mieux en Europe et qui donnera directement, tu vois, le goût du très haut niveau aux jeunes qui viennent chez toi. Parce que dire, eh ben, on va leur donner un billet, franchement, à part donner des mauvaises habitudes et des mauvais réflexes aux joueurs, je vois pas ce que ça peut. Enfin, de mon point de vue, hein, ça peut rien apporter de bénéfique dans la construction des joueurs. Ah, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et c'est bien le mal qui est là, hein. C'est aujourd'hui de toute manière, même tu les entends, hein, les familles, etc. Le seul truc qu'il y a, c'est au départ l'argent. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi que au-delà de ça, nous, si on avait un et encore, on a progressé depuis les 10 dernières années, mais si on avait un centre encore plus performant pour se baser essentiellement sur la formation, ce serait top. Mais je pensais que, je crois qu'au bout d'un moment, Ineos voulait vraiment agrandir ce centre, etc. Je crois que ça a été mis aux oubliettes. Et c'est très dommage parce que se structurer comme tu le dis, ah, ça t'amène une plus-value de fou parce que si le jour où tu visites les installations, attention, les nôtres, elles sont pas dégueulasses, hein. Mais c'est vrai que comparé à certains, on est à des années-lumière. Mais non, Mais non, je suis d'accord. est-ce que c'est pas aussi tout simplement un problème de politique sportive? Parce que si on se base un peu sur les derniers jeunes qu'on a vus à l'instant T, alors forcément c'est un travail de longue haleine, on est d'accord, hein, ça se fait pas du jour au lendemain,
Mais moi, je pense que c'est tout simplement un travail aussi de choix et de politique sportive. Lorsque notre directeur sportif, ex-directeur sportif, nous dit que le troisième choix au poste, ce sera un joueur formé au club, moi, ça me rassure pas pour autant. Du moins, ça me rassurait pas à l'époque. Parce que si le joueur il est bon, il n'est pas troisième, il est deuxième ou premier. Et on prend beaucoup cet exemple dans cette émission-là parce que le contexte n'était pas du tout le même. Mais lorsque dans ton cahier des charges, tu fais le choix d'utiliser la jeunesse dans ton projet et de donner du temps de jeu et d'essayer de développer des joueurs pour ensuite les valoriser, les faire grandir chez toi et les vendre, bah, quelque part, si tu fais ce choix-là, c'est un peu plus risqué, il va falloir un peu plus de tolérance, mais tu peux très bien te dire que sur un pourcentage d'effectifs, de toute façon ça fonctionne comme ça, sur un pourcentage d'effectifs, il faut que, je sais pas, 33% de ton effectif soit eh bien, des jeunes issus du centre de formation qui jouent un nombre minimal de minutes sur la saison. Et aujourd'hui, on est, j'ai l'impression, trop dans le côté instantanéité du résultat. On est moins dans la construction, on est moins dans tout ça. Et ça se découle aussi sur la jeunesse. Et surtout que ce que tu dis, enfin, ça coule de source. On voit bien que le niveau d'exigence est absolument pas le même envers les jeunes du centre et envers les mecs qui t'ont coûté 10, 15, 20, 30 millions. À performance égale, tout le monde est bien plus indulgent avec Guessant qu'avec Mofi. Louché, Mendy, on les aurait payés 20 millions, ça grincerait des dents. Et là, tout le monde est patient parce qu'on sait, en fait, les gens ont conscience que c'est des jeunes du centre et que, franchement, moi, j'espère vraiment tous ceux que j'ai cités que l'année prochaine, ils seront numéro 1 ou 2 dans la rotation. Parce qu'il n'y a rien à perdre à les faire jouer. C'est que comme ça qu'on progressera, de toute façon. Les jeunes, il faut leur donner du temps de jeu, il faut qu'ils aillent se frotter, il faut qu'ils aillent voir un peu mettre le nez dans les expériences européennes pour voir ce que c'est. Et il n'y a que comme ça qu'on progressera. Et pour ça, la qualif européenne est hyper bénéfique, je pense. Et, et ce qui était bien avec, pourtant, je l'aimais pas trop, moi. Je trouvais qu'il se la pétait un peu. Mais ce qui était très bien quand même avec Manu Pires, c'est que le mec, en jeune, et je l'ai vu à l'œuvre, hein, oh, il te défonçait des fois l'équipe, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Moi, demain, je suis joueur à l'OGC Nice et j'ai un mec comme Manu Pires qui me défonce comme ça. Je te jure, je rentre chez moi, je me mets en boule et je pleure, quoi. Et mais vraiment, et ça te donne une mentalité. euh, Bah voilà, ça te donne une mentalité, une autre mentalité que des joueurs que tu vas recruter, tu vois. Et je trouve que, comme dit Matt, c'est vrai que au lieu d'aller chercher, tu sais, j'ai rien contre ce jeune, parce qu'on l'a jamais vu, et en plus, le peu de fois où on l'a vu, ça a l'air d'être mauvais. Mais au lieu d'aller chercher un joueur à 5 millions comme Baldé ou quoi, peut-être que au centre, tu as quelqu'un qui peut faire peut-être l'affaire, ou admettons un mec comme Rosier, tu vas aller, c'est une opportunité de marché, ok, mais tu as un Mendy qui a toujours fait le taf, enfin qui a toujours fait le taf, oui, l'année dernière il n'a pas été mauvais. Cette année les peu de matchs qu'il a fait, il a été bon. Bon ben voilà, et en fait je trouve que c'est des signaux, même si tu as des opportunités de marché, etc., c'est des signaux qui sont pas forcément positifs envers la formation, et je trouve ça quand même assez dommage, quoi. Voilà. Et on en a plein quand tu prends des d'Acuna, Trouillet. euh, Moi, je pense que des fois, tu laisses passer des potentiels jeunes que tu aurais pu mettre dans le groupe pro et qui auraient pu faire largement l'affaire. Et comme le dit Matt, avec beaucoup moins de pression, parce que les supporters, on va leur donner beaucoup moins de pression, mais beaucoup plus d'amour qu'un joueur qu'on a acheté 15-20 millions et qui fait pas le taf, Et quoi. quelque part, ça augmente aussi l'exigence que tu vas avoir avec des joueurs confirmés que tu as payé une certaine somme. Et cette exigence aussi, bah, c'est le sport de haut niveau. Et quand je vois, bah, on parlait de Jordan Lotomba, moi je suis désolé, le match de Louché latéral droit hier, bah, Lotomba ne les fait pas ces matchs-là. Mendy à droite, Lotomba ne les fait pas ces matchs-là. Donc Un centre réussi. bah, un Juste. centre réussi. Je suis curieux de voir le nombre de passes décisives de Lotomba cette saison. Alors comme ça, sans avoir réfléchi, hein, j'en ai pas. 33. Ça, c'est Non, le mais t'as raison. pourcentage de passes réussies, je pense. Ouais, exactement. Mais bon, la formation, quoi qu'il en soit, voilà, il y aura un nouveau maître à bord. Et puis, bah, le coach,
le directeur sportif. Ça parlait aussi de Digard. Bon, c'est vraisemblablement plus d'actualité. Est-ce que, Romain, de par ce que tu peux savoir vis-à-vis du club, est-ce que Genesio Maurice, c'est sérieux ou pas? En tout cas, ça en parle. Après, dire c'est sérieux ou pas, je pense que oui, c'est sérieux. Et moi, de toute manière, tu sais, j'ai tweeté hier, je crois. En fait, au bout d'un moment, tu le connais par cœur, ce club. Quand tu sentais il y avait le vent qui tournait, et puis moi, par rapport à ce qu'on me disait hein, à l'intérieur du club, etc., pour Farioli, euh, ça puait le truc, comme quoi c'était ou Digard qui allait reprendre, ou Genesio. Voilà, c'était. Et d'ailleurs, j'avais fait un tweet en disant demain Farioli part. Ah non, demain vous avez le choix entre Farioli et Genesio qui vous prenez. Parce que des fois, t'as des trucs comme ça, Genesio qui a porté le maillot de l'OGC Nice, Genesio libre sur le marché, Genesio avec de l'expérience, Genesio qui fait jouer les jeunes. Enfin bref, au bout d'un moment, tu as tout qui coïncide. Et là, en plus, notre directeur sportif qui s'en va, Maurice qui est plus en odeur de sainteté à Rennes, les deux qui vont être libres. Ben voilà, tu as toutes les planètes en fait qui sont alignées. Et pour moi, alors franchement, hein, pourtant j'ai rien, j'en sais absolument rien, mais je vois pas comment ça ne pourrait pas se faire. Et je trouve que Ineos, dans un sens, ils envoient quand même un message positif, ou même le club, mais surtout Ineos, parce que tu recrutes quand même un Genesio et un Maurice. Je te dis quand même que les vannes, ça fait 3 ans qu'on entend que les vannes, elles sont fermées. Alors que bon, ça fait 3 ans qu'on met la même somme sur le marché des transferts. Donc pour moi, je pense que les vannes, elles sont pas tant fermées que ça. Il y aura peut-être un peu moins de moyens, mais il y en aura quand même. Il y a des potentielles ventes qui vont faire gaper tout ça. Et je pense que si tu prends un Genesio et un Maurice, ça t'envoie un autre message que si tu prends un Digard et un mec et un Bodmer, même si Bodmer j'aime beaucoup, mais si tu prends un Digard Bodmer, eh ben je suis désolé, ça n'a pas la même gueule qu'un Genesio Maurice. Que tu pars sur un Et projet de, en théorie, trois, stable. stable sur au moins 3 ans. Maintenant, j'ai quand même l'impression que c'est très clivant. Voilà, je vois même sur le chat Bertino qui confirme sur le fait que c'est le duo qui tient nettement la corde pour le moment. Babin qui dit qu'il est bien plus fan de l'idée Lorenzi, le directeur sportif du stade brestois. Alors, juste là-dessus, Lorenzi, pourquoi ça se fera pas à Nice? Enfin, encore une fois, dans le foot, tout peut se passer. Lorenzi veut travailler avec Roy ou Bey. C'est sa, c'est sa demande. Donc, Nice, Roy, déjà, par rapport à son interview d'hier, maintenant que Brest est sûr en Ligue des Champions, il quittera pas Brest. Et je vois mal l'OGC Nice prendre Bey. Donc, en sachant que l'EDS doit marcher avec l'entraîneur, si dès le départ tu dis au DS non, on prend pas Bey alors que c'est une demande entre guillemets du directeur sportif, voilà, ça part pas sur de bonnes bases. Donc pour moi, ce sera pas Lorenzi. Voilà. Anto, Matt, les rumeurs, Maurice, Genesio. euh, bon, tout a été dit, je pense. On a juste besoin peut-être un peu de visibilité. Ça parle effectivement voilà, de cette réduction de voilure. C'est vraiment un terme. C'est fou. Hein, un peu Ah, le... Oui, Anto. Après, donc moi, Genesio, j'ai beaucoup de réserves sur Genesio. C'est pas un coach que j'apprécie beaucoup, pas du tout même. Maintenant, si aussi pour rassurer, si on prend Genesio, c'est qu'on a des thunes. Enfin, voilà, je vous le dis. Si Genesio, il a besoin d'argent parce qu'il veut un effectif, il a beaucoup de demandes. C'est parti en vrille cette C'est année parce sûr. que justement, il a pas eu les demandes dont il avait besoin. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui sera sur la table. Alors, peut-être pas des milliards, mais en tout cas, on aura de quoi faire. Et c'est quand même un bon signe pour l'Europe, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Genesio, Anto, toi qui suis pas mal la Ligue 1 aussi? Alors, Pep Genesio, surcoté. Ce mec-là, en fait, moi j'ai un gros problème, c'est que pour moi, si tu veux faire un projet quand tu vas dans des clubs, notamment Rennes et même Lyon, mais bon, Lyon c'est un peu différent, les dernières années ont été un peu compliquées, mais Rennes, le projet c'était vraiment de grimper et d'être presque
top 3, top 4 assurés tous les ans. Ça s'est à peu près fait de temps en temps, un peu moins. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun progrès dans Rennes. C'est-à-dire que tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, ça finit au pied de ce qu'ils veulent et ils n'y arrivent pas, ils franchissent pas le cap. Et c'est un énorme problème pour moi parce que quand tu arrives à aussi bien vendre tes jeunes pour pouvoir autant réinvestir, parce qu'ils ont tout réinvesti, tout ce qu'ils ont gagné, voire un peu plus, je trouve ça un peu dommage de ne pas arriver à progresser. Ensuite, c'est un coach qui aime bien empiler. Alors, des fois, ça te sourit voilà, comme je disais, pour moi, Jérémy Doku, ce mec-là, il l'a hyper mal géré parce que quand tu vois le joueur qu'il est aujourd'hui et les capacités qu'il avait, parce qu'on le voyait tous, je pense que serez tous les trois d'accord pour dire que au premier pied sur le ballon de Jérémy Doku qu'on a vu, on voyait que le joueur, il avait un truc différent. Alors après, que ce soit pas tout parfait, Mohamed Ali Chaud, il est jeune, pas tout est parfait, mais en tout cas, tu vois que ces mecs-là, ils ont un truc et que à force de progression, ça sera sans doute des joueurs qui seront en tout cas en Europe, des très bons joueurs. Et Jérémy Doku, il a été placardisé pendant 6 mois et il a fallu la blessure de 28 mecs pour qu'il soit titulaire, que tout le monde se rende compte et que 3 mois après, Manchester City pose je sais pas combien de millions dessus et aujourd'hui, il fait une saison où il finit presque titulaire en passant devant Jack Grealish. Donc voilà, Lovro Mayer qui était l'élément le plus important de Rennes il y a une saison et demie, enfin 2 saisons maintenant du coup vu qu'elle est finie, mais il y a 2 saisons, c'est lui qui les portait et qui faisait tout le jeu de Rennes. Alors j'exagère un peu, mais vous m'avez compris, c'était un élément important. D'un coup il a été placardisé, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a 2 mauvais matchs et en fait c'est le très mauvais, c'est vraiment le gros problème que j'ai, c'est la gestion d'effectifs que je trouve dégueulasse de la part de Genesio. Et après au niveau du jeu c'est pas si mal, il y a rien d'exceptionnel, mais c'est pas si mal. Mais la gestion d'effectifs est compliquée. L'avantage, c'est qu'on va certainement avoir un remue-ménage dans tout l'effectif niçois et tout ce qui pourrait être les mauvais enfants, comme on en parle depuis un petit moment, les mauvaises attitudes, etc. Donc, ça sera un groupe qui sera un peu plus à son image. Et donc, à voir, moi, j'ai beaucoup de réserves. J'espère que l'année prochaine, on finira 3ème de Ligue 1 et que je dirais, excuse-moi, Pep, mais en fait, c'est vrai, t'es le meilleur coach français de tous les temps et tranquille, Zidane, Zebzine, on s'en fout, quoi. Ouais, je suis en train de regarder un peu ces stats. Alors, très très factuel, hein. Sur le banc de l'Olympique Lyonnais, c'est 185 matchs entraîneur de 2015 à 2019. 1,84 de moyenne, 2 buts, 11 de moyenne par match. Là, je pense qu'il va falloir qu'on se mouille un peu la nuque, par contre, les gars, hein, très clairement. Et puis à Rennes, pareil, on est aux alentours des 1,90 de buts marqués et 1,73 points par match de moyenne. On verra bien ce qu'il en est pour l'instant. Peut-être aussi que le futur entraîneur sera un entraîneur dont on ne connaît pas encore l'identité, qui n'est pas encore sorti dans les médias. Quoi qu'il en soit, Francesco Van Nistelrooy. Ah, je prends. Qui ça? Ruud Van Nistelrooy. Voilà, moi ce serait mon choix. Moi j'aurais été le GCNI, je serais allé le chercher, il est libre. Mais bon, Est-ce après. qu'il arrivera à parler aussi rapidement français que Farioli? Mais si, Maquet. Il me semble que Farioli, lors de son. Il avait dit qu'il parlerait français, non? Il parle aussi bien français que Murphy d'ailleurs. C'est ça à peu près. Et que Neymar. Donc tu vois, Non, point non, positif. En moins longtemps. Non, mais bon, ça. On va pas lui en tenir rigueur. J'en veux un peu plus à Mofi qui est en France, dans le championnat français depuis plusieurs années et qui ne fait absolument pas l'effort de parler français. Mais là, on est sur un autre débat. Alors, Bertino qui nous dit que Van Nistelrooy va signer avec Eindhoven. C'est dommage. Voilà. Dommage, Anto, c'était bien tenté. C'était bien voilà, tenté. salut. Après, petit truc aussi, Manchester City, allez, venez chercher Todibo, il est pour vous, ce sera le meilleur joueur du monde. Voilà. Rodri 2.0 encore. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour ce soir, émission à rallonge, comme régulièrement ces dernières semaines. Pas mal de choses à vous dire. Déjà, dès vendredi soir de cette semaine, libre antenne avec Avantinissa, pour parler de la saison. Libre antenne, donc vous avez la possibilité de venir et puis de vous exprimer, donner votre ressenti sur la saison, sur les joueurs, sur l'actualité aussi. Peut-être que dès vendredi, ça bougera. Ça, c'est le premier rendez-vous. La semaine prochaine,
On n'a pas encore calé le jour, ce sera en semaine. Au milieu de la semaine sans doute, avec Flo, on va refaire le conseil de classe. On avait déjà fait l'année dernière, ça vous avait pas mal plu. Donc on va faire un conseil de classe avec les notations collectives, enfin les notations de la saison, notations individuelles. Ça c'est déjà calé. On va faire aussi, il est dans le chat, une émission Mercato avec Mercato idéal de Bertigno, le fameux trade Mercato, mais avec des images et peut-être même des vidéos. Ça va être beau. Il va y avoir aussi une émission sur les joueurs prêtés. Alors, il n'y en a pas énormément, mais on va faire un focus sur notamment Buonanni et Machavici. Voilà, il y a vraiment Ilié aussi du côté de Lausanne. 3 joueurs aussi à voir. Qu'est-ce que j'oublie également? Les awards, forcément, Matt. On va faire un truc un peu de format NBA, parce que comme vous savez, on aime bien aussi le basket, hein, pas que le foot dans la vie. Des distinctions individuelles pour chacun, enfin pour les joueurs de l'effectif, etc., etc. Bilal Brahimi, non concerné vraiment par les joueurs prêtés. Donc pas mal de rendez-vous. La saison est terminée, mais on va continuer à se voir, et puis aussi à commenter, et puis à faire des émissions, et puis à en prendre un peu plus sur le futur entraîneur, etc., etc., etc. On ne baisse pas le pied, très clairement. Donc merci en tout cas d'avoir été présent sur ce live du lundi soir. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous les trois, Matt, Anto et Romain, déjà pour votre présence ce soir, mais aussi pour votre fidélité et votre dévouement au cours de la saison. C'était vraiment un plaisir. 3e saison qui se clôture du Club Pancho. On est parti pour une 4e saison, peut-être avec un peu de stabilité, peut-être avec un peu plus de bonheur, peut-être même avec un titre, rendez-vous compte. Mais voilà, on est là, et puis on espère le meilleur pour notre club. Quoi qu'il se passe, nous on sera là. Les gars, passez une très bonne soirée, une bonne nuit. Toi aussi, Merci, Pancho. Pancho. Bonne soirée, Issa Nissa. Issa Nissa, les gars, très bonne soirée, et puis bye, ciao ciao.